Hello les amis, dans cet épisode on va parler du si inspirant Nelson Mandela, de l'apartheid, de rugby, mais avant tout cela on vous emmène à quelques kilomètres du parc Kruger, au cœur des montagnes du Drakensberg, visiter le 3e plus grand canyon au monde. Voici donc le Blythe River Canyon que nous découvrons par sa vue la plus célèbre et la plus spectaculaire, celle sur les 3 Rondevels. Ces 3 plateaux, en forme de hutte africaine, surplombent la Blythe River qui aura donc creusé cet énorme canyon. Nous déjeunerons au Chubby Pig, un resto très sympa au milieu de nulle part, avant de reprendre l'exploration de la région qui nous réserve encore de belles surprises. Comme ces Burke's Luck Potholes que l'on admire depuis ces impressionnantes passerelles de bois. Ou comme ce point de vue, surnommé la fenêtre de Dieu, et nous offrant une vue spectaculaire sur toute la vallée. Ou encore ces magnifiques cascades que nous découvrons en toute fin de journée. Et pendant tout ce séjour au Blythe River Canyon, nous logerons dans un merveilleux petit coin de paradis. Ce bed and breakfast a été créé par le très attachant Rob, qui ne comptera pas son temps pour nous conseiller sur les lieux à ne pas manquer dans la région. Et nous n'aurions sans doute jamais découvert ce joyau sans les conseils éclairés de Marie, que nous avons rencontré grâce à Marie-Hélène et Bertrand, des copains ayant vécu quelques années en Afrique du Sud. Alors merci à eux, car le moins que l'on puisse dire, c'est que Marie et Eddy, son mari Sudaf, nous ont accueillis comme des rois. Il faut avouer qu'ils rentrent juste d'un tour du monde, alors forcément, ça rapproche. De plus, Marie s'est fait un prénom au sein de la communauté française car elle a lancé Travel with Marie, une agence de voyage spécialiste de l'Afrique du Sud, mais aussi de la Namibie, du Botswana ou encore du Mozambique. On vous met toutes ces coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. En tout cas, merci 1000 fois à Marie et Eddy pour ces quelques jours de franche rigolade, et merci de nous avoir mis entre les mains de NK qui nous emmènera dans son van à la découverte de Johannesburg. Nous commencerons la visite par le centre-ville qui franchement ne pousse pas à sortir de la voiture. L'ambiance y est assez glauque en fait. NK nous explique qu'à la fin de l'apartheid, les Blancs qui avaient la main mise sur le centre-ville sont partis. Le centre-ville laissé à l'abandon devient rapidement infréquentable, gangréné par la drogue, la prostitution, les squats, la violence, tandis que les Blancs, eux, se barricadent à Sandton, un quartier voisin. Néanmoins, un ambitieux projet d'urbanisme vise à réhabiliter le centre-ville. NK nous fera visiter notamment Maboneng, une sorte de Brooklyn de Johannesburg. Les bars et les boutiques y sont branchés, et nous rencontrerons ainsi Bertrand qui a monté son resto trendy à la française et qui nous expliquera porter beaucoup d'espoir sur le présent et le futur du quartier. Un peu plus loin, nous découvrons aussi Jewel City, l'ancien quartier des tailleurs de diamants qui renaît de ses cendres grâce à un programme de logements sociaux conséquent. L'espoir est donc permis pour l'avenir de Johannesburg. Et après la découverte de ces 2 nouveaux quartiers, nous mettons cap sur Soweto. Soweto pour South Western Township, un quartier situé au sud-ouest de la ville, créé pour y loger les Noirs qui travaillent soit dans les mines voisines, soit en ville au service de la communauté blanche. Et après avoir passé différents quartiers, nous nous rendons à celui d'Orlando West, visiter l'ancienne maison de Nelson et Winnie Mandela. Il faut savoir que cette petite rue, devenue évidemment une attraction touristique courue, avec son lot de restaurants et de boutiques en tout genre, abrite également la maison de l'archevêque Desmond Tutu. Et oui, 2 prix Nobel en une rue, c'est unique au monde. Mais revenons à celui que les Sudaf surnomment Madiba. Très vite, Nelson Mandela est révolté par les lois racistes de l'apartheid et rejoint logiquement le parti du Congrès national africain, l'ANC. Il sera arrêté une première fois en 1960 pour avoir brûlé son passbook, le passeport imposé aux Noirs pour pouvoir entrer à Johannesburg et y sortir avant la tombée de la nuit. Et voyant que la lutte pacifique ne mène à rien, il prendra la direction de la branche armée de l'ANC.
qui conduira à un certain nombre de sabotages d'installations publiques, qui lui vaudra alors d'être considéré comme un terroriste. Il finira par être arrêté et condamné à perpétuité en 1962, avant de devenir le prisonnier le plus célèbre au monde. Ceci dit, il ne serait pas juste d'oublier Winnie Mandela, peut-être tout autant populaire que son mari dans le cœur des Noirs sud-africains. Elle est d'ailleurs surnommée tout simplement la mère de la nation. Mais c'est un enfant qui fera basculer le pays. Le 16 juin 1976, Hector Peterson accompagne sa sœur pour protester contre une nouvelle loi imposant l'Afrikaans, la langue des Blancs et donc symbole de l'apartheid, comme langue officielle pour l'éducation des Noirs. La manifestation dérape, la police tire et Hector Peterson tombe. Les émeutes de Soweto commencent et feront plusieurs centaines de morts. Mais ce drame sonnera le réveil de la communauté internationale. Les sanctions politiques et économiques se succèdent et les artistes montent sur scène. Le régime de l'apartheid prendra fin 15 ans plus tard, en 1991. Nelson Mandela est libéré, il se voit décerner le prix Nobel de la paix et devient premier président noir en 1994, un an avant d'accueillir la Coupe du monde de rugby. L'équipe sud-africaine, jusque-là symbole de l'apartheid, mais ouvertement soutenue par le président Mandela, la gagnera. Je maudis encore cet arbitre gallois pour avoir volé les Français en leur refusant 3 essais en demi-finale contre les Springboks, mais cette Coupe du Monde était promise à un enjeu tellement plus grand, celui de la réconciliation nationale et la naissance de la nation arc-en-ciel. Mais 25 ans plus tard, la ségrégation raciale a cédé sa place à une ségrégation sociale. L'un des symboles les plus déchirants est Klipton, le plus pauvre des quartiers de Soweto. On y boit une bière franchement pas très bonne, produite localement, et on ne fait que ça. Pas de travail, des logements insalubres, des enfants qui se partagent un vélo cassé, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais parallèlement, Soweto évolue et se modernise progressivement, à l'image de cette ancienne centrale à charbon reconvertie dans le saut à l'élastique. C'est aussi à Soweto que sera construit le stade qui accueillera la finale de la Coupe du monde de foot de 2010. Vous vous en souvenez ? Avec ce joli parcours de l'équipe de France. Et bien justement, dans le prochain épisode, on vous emmène découvrir la route des jardins bordant 2 océans et hébergeant quelques trésors dont Naïsna, théâtre de cette page honteuse de l'histoire du foot français. Alors à très vite les amis!